Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. C'est l'heure de votre débat du 12-15, aujourd'hui axé sur un écosystème particulier très important, mais menacé d'extinction. Il s'agit de la mangrove. Et pour en discuter sur la législation autour de la mangrove, je reçois sur ce plateau Sir Pavlov Moussavou. Il est sociologue politique. Et à côté de lui, Madame Ruth Tchoukaka, conseiller juridique du ministre de l'Environnement. Bienvenue à vous, Madame, Monsieur. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, la mangrove fait beaucoup de bruit autour de cet écosystème, je l'ai dit tout à l'heure, particulier, très important, qui joue un rôle capital dans la prévention des risques climatiques, en ce sens que la mangrove prévient contre justement l'érosion côtière, et c'est un écosystème qui participe à ce que nos poissons puissent également se multiplier. Seulement, Sir Pavlov, vous qui êtes un expert de la société politique, cet écosystème est fragilisé et menacé d'extinction du fait de justement l'activité des populations. Aujourd'hui, l'on se demande s'il y a un cadre juridique qui vienne empêcher à ce que cet écosystème, au risque de me répéter, soit véritablement préservé et que les auteurs qui ne cessent de déranger puissent véritablement payer le prix de leurs actes. Alors, il faut dire que lorsqu'on parle de protection de l'environnement en République gabonaise, la référence immédiate ici, c'est la loi numéro 007/2014 du 31 septième mois 2014. Cette loi-là fixe le cap, ou du moins l'orientation, en ce qui concerne les politiques nationales de prévention de l'environnement. Je vais aussi également convoquer ici l'arrêté du 6 octobre 2020, qui avait été émis par le professeur Lee White, à l'époque ministre des Eaux et Forêts, qui porte essentiellement sur la question des mangroves. Voyez-vous? Et cet arrêté-là préconisait qu'il fallait, par exemple, mener des études d'impact, donc en amont, lorsqu'il fallait implémenter un projet qui concernait, ou du moins qui allait impacter cet environnement-là, qu'est la mangrove. Voilà. Alors, vous êtes Ruth Tchoukaka, vous êtes le conseiller juridique du ministre de l'Environnement. Au-delà des textes qui viennent d'être cités par Sir Pavlov, est-ce que vous qui êtes l'expert dans ce domaine juridique, est-ce que votre travail, sinon votre département ministériel, a des textes, justement, quand il s'agit de la protection de la mangrove? Alors, merci pour votre question. Comme l'a dit Monsieur Pavlov, effectivement, la protection des mangroves est réglementée et encadrée par la loi, donc la 007/2014, qui est relative à la protection de l'environnement en République gabonaise. C'est une loi qui fixe donc le cadrage relatif à la protection de ces zones sensibles et donc qui établit les grands principes de protection et de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, y compris donc les écosystèmes côtiers. C'est une loi aussi qui intègre et impose justement de prendre en compte les préoccupations environnementales dans tous les projets d'aménagement, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, et également dans les politiques publiques. Donc, allez-y, allez-y. Donc, cette loi a été précisée justement par l'arrêté dont parlait M. Pavlov, qui est donc l'arrêté numéro 035 du 6 octobre 2020. Alors, cet arrêté qui porte révision de la liste des projets obligatoirement soumis à une étude d'impact environnemental. En son article 3, il précise que toute activité située dans une zone de mangrove est obligatoirement soumise à une étude d'impact environnemental. Ça veut dire que toute construction, toute activité économique qui veut s'implanter dans cette zone est soumise à une autorisation préalable de l'administration.
via une étude d'impact environnemental. Alors, Ruth Yukaka, vous avez la parole et vous allez la garder. Moi, dans mon introduction préliminaire tout à l'heure, j'ai essayé d'évoquer le rôle des mangroves de façon générale, mais sur le plan strictement écologique, quel est le rôle que joue la mangrove? Alors, il faut savoir que la mangrove est une protection contre l'érosion côtière. La mangrove permet de limiter les inondations. À côté de ça, vous l'avez dit tout à l'heure, les mangroves constituent des nurseries pour certaines espèces de poissons et de petits crustacés. Au-delà de tout ça, la mangrove est une zone qui permet la filtration et la purification de l'eau, notamment des eaux de ruissellement terrestre, parce qu'il faut savoir que la mangrove est située à l'interface entre la terre et la mer, et donc de ce fait, elle permet de retenir les sédiments et les différents polluants qui reviennent des eaux de ruissellement terrestre, pour éviter justement que ces déchets ne se retrouvent dans la mer. Donc le rôle écologique de la mangrove n'est plus à démontrer. Au-delà de ça, il y a également un rôle économique primordial, puisque beaucoup de nos communautés côtières vivent justement de l'exploitation de cette mangrove. Et là, je pense aux populations qui vivent de pêche artisanale, comme la pêche au crabe, par exemple. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent de ces activités-là. Au-delà de ça, il y a les questions liées à l'écotourisme aujourd'hui, et puis surtout, les questions de carbone bleu. Parce qu'il faut savoir que les mangroves ont un fort taux de séquestration de carbone, justement, qui est appelé le carbone bleu. Et aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de diversification économique. D'ailleurs, les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, ont martelé qu'aujourd'hui, il faut sortir il faut sortir d'une économie basée sur la rente et la diversifier. Donc, la commercialisation de ces crédits carbone bleus peut également permettre justement de diversifier durablement l'économie. Il faut également, et je terminerai par là, parler du rôle social de la mangrove aujourd'hui, parce que beaucoup de nos communautés côtières en fait vivent, évoluent dans la mangrove, qui constituent des lieux de vie, des lieux de culte, des lieux de pratique de certains rites et traditions ancestrales. Alors, Sir Pavlov Moussavou, voici décrit en quelque sorte le rôle important de la mangrove sur le plan écologique et social, en passant par le rôle économique. Comment comprendre aujourd'hui que cette mangrove se retrouve attaquée par les populations? Ces populations, on a envie de dire, est-ce qu'elles ne comprennent pas l'utilité de la mangrove ou l'utilisent à d'autres fins? Mais écoutez, elle l'a précisé, il y a plusieurs activités économiques liées à la mangrove, voyez-vous. Mais il faut aussi savoir qu'une zone comme Libreville, ou du moins nos côtes, sont soumises à une certaine pression démographique. Il y a par exemple un phénomène qui s'est davantage intensifié ces dernières années. C'est celui que je vais présenter ici comme étant l'immigration sauvage ou encore incontrôlée. Voyez-vous, récemment, je pense qu'en parcourant certains médias, il y a par exemple une découverte de 52 débarcadères clandestins, voyez-vous. Donc, à partir du moment où il n'y a plus l'ordre qui règne dans ces zones-là, d'accord, parce que le véritable enjeu ici, c'est lequel? C'est la restauration de l'ordre de l'État dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que pour la plupart, c'est devenu des no man's land, c'est-à-dire des zones sans foi ni loi, où il n'y a plus aucune autorité publique qui prévaut. Voyez-vous? Mais il faut aussi dire ici qu'on va faire une sorte de distinguo entre les différentes catégories sociales ou encore les couches de la population qui interviennent dans ces milieux-là. Lorsque vous voyez, par exemple, la destruction est plus accrue lorsqu'il s'agit de communautés étrangères, entre griffes, voyez-vous? Pourquoi? Parce que les populations côtières d'origine gabonaise ont
un lien assez particulier, assez intime et qui va souvent, qui est favorable à la préservation ou du moins à une consommation durable de ces mangroves-là. Or, il y a des communautés amies, des Africains venus d'ailleurs, j'ai envie de dire, sans pourtant chercher à stigmatiser ici, qui ont, eux, un autre rapport à la mangrove et qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des destructions de ces espaces-là, ainsi de suite. Mais il y a aussi l'activité économique. Voyez-vous, dans les zones du Cap telles que Bolokobou, ainsi de suite, il y a une forte activité allant dans l'extraction du sable, ainsi de suite, qui impacte aussi la mangrove. Donc, il y a une activité économique, il faut-il le reconnaître, qui fait vivre plusieurs familles, mais il faut surtout restaurer l'autorité de l'État. Je le dis souvent ici, c'est la transition qui est terminée et non la restauration. Il va falloir que la restauration puisse se poursuivre, même dans le domaine de l'environnement. Parce qu'il y a eu un laisser-aller, et ça d'ailleurs le ministre de l'économie, plutôt de l'environnement, M. Maïs Moussi était récemment sur ce plateau, il a dit, il y a eu un laisser-aller. Aujourd'hui, le véritable enjeu derrière tout ce qui est mené aujourd'hui comme activité, c'est surtout la restauration de l'ordre ou de l'ordre public, de l'État dans ces milieux-là. Alors, Madame le conseiller, lorsqu'on revient sur la législation autour des mangroves, on a constaté dernièrement que le ministère de l'Environnement a tapé du poing sur la table à travers la démolition des infrastructures, si on peut le dire ainsi, de toutes les habitations qui se retrouvaient dans la zone de la mangrove. Seulement, on n'a pas constaté qu'il y a eu des engagements sur le plan pénal. Est-ce que la législation autour de la mangrove doit être renforcée en ce sens qu'il faut mettre désormais une disposition pénale pour tous ceux qui entravent la loi dans le sens de la destruction de la mangrove? Alors, effectivement, il existe des dispositions pénales dans le Code de l'environnement, donc la loi numéro 007/2014. Dans un premier temps, vu l'urgence, parce qu'il s'agissait simplement de faire cesser les nuisances le plus rapidement possible, il a été décidé, le gouvernement a décidé de démolir donc toutes les constructions illégales. Alors ça va des... vous savez, pour la petite histoire, j'ai accompagné la délégation du ministre de l'Environnement dans la mangrove de Mindoubé. Et ce que j'ai vu vraiment était alarmant. C'est-à-dire que nous avons des occupants illégaux qui ont érigé des constructions avec des remblais que je qualifierais de sauvages. À Port-Gentil, c'était encore pire, où nous avons découvert des latrines. Des latrines qui avaient avec des déjections, des excréments, directement jetés dans la mangrove. Et à quelques mètres, il y avait des petits-enfants qui jouaient dans cette eau polluée. Et encore plus loin, il y avait des jardiniers qui cultivaient des laitues. J'ai envie de dire, voilà 3 activités qui n'ont pas vocation à être au même endroit, au même moment, mais qui se retrouvent là par la force des choses. Donc, le désastre écologique, il est énorme, mais le désastre sanitaire encore plus. Aussi. Et donc, aujourd'hui, comme l'a dit M. Pavlov, il faut restaurer l'autorité de l'État et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de procéder aux démolitions. Des sanctions pénales, elles existent et elles seront mises en œuvre. Est-ce à comprendre que le ministère de l'Environnement qui a procédé aux démolitions veut tout simplement lancer l'alerte une fois de plus et que derrière, il y aura suffisamment de sensibilisation pour que désormais, si jamais il y a une violation de la loi, finalement l'axe de la pénalité sera actionné? Alors, la sensibilisation existe et elle a toujours existé. Les services techniques du ministère de l'Environnement, donc à savoir la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, les services techniques se sont rendus plusieurs fois dans les zones impactées pour sensibiliser les populations sur l'interdiction qui est faite par la loi de construire de manière illégale dans ces zones protégées. Donc,
Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons affaire à des populations indélicates qui ont manifestement et délibérément décidé de ne pas respecter la loi. Et aujourd'hui, l'État doit frapper. Mais avant les sanctions, il y a eu la phase de sensibilisation. Nous avons même, figurez-vous, le ministère a érigé des pancartes pour informer les populations de ce qu'elles n'avaient pas le droit d'occuper illégalement les zones de mangrove. Certaines ont été tout simplement détruites. Donc aujourd'hui, la phase de sensibilisation, elle continue. Néanmoins, il est important de procéder à il est important de stopper voilà, les nuisances sur ces zones fragiles. Oui, Pavlov, vous voulez Alors, je vais pour renchérir convoquer ici l'article 4 de la loi numéro 0007/2014 qui dit que le ministère de l'Environnement peut mettre en place ou créer des polices de surveillance de l'environnement. Donc, au-delà de la sensibilisation et de la sanction, il faut qu'il y ait une police environnementale qui puisse intervenir quotidiennement. Il faut qu'il y ait une surveillance accrue. Pourquoi est-ce qu'on observe ce désordre-là ? Nous l'avons dit ici, c'est parce qu'il y a eu une absence de l'autorité publique. Donc, en plus de la restauration de l'autorité publique, il faut qu'il y ait une police environnementale qui puisse faire un travail quotidiennement pour veiller à ce que les populations ne viennent plus derrière, parce que nous l'avons observé sur plusieurs sites. Il y a eu des déguerpissements, voyez-vous, mais à partir du moment où il y a eu un silence, il y a eu un vide, c'est d'ailleurs connu, la nature ayant horreur du vide, les populations également viennent se réinstaller. Mais s'il y a une police environnementale, s'il y a une surveillance accrue, vous verrez que ce phénomène-là d'occupation anarchique ou de construction anarchique qui vont dans le sens de détruire la mangrove vont sérieusement reculer. Gardez la parole. Aujourd'hui, nous constatons que l'État se réveille. Mais cet État a très longtemps sommeillé au point où son réveil est un peu brutal et un peu brusque. Et certaines populations, bien évidemment, qui ont violé la loi, se retrouvent un tout petit peu surprises. N'est-ce pas là l'occasion aussi pour l'État de renforcer la communication, de renforcer la sensibilisation? Oui, il faut renforcer la sensibilisation, j'y arrive, mais surtout aussi préparer l'opinion. C'est là où doivent intervenir tous ceux dont la charge est de gérer les relations publiques. Voyez-vous, de telles opérations, lorsque le bien fondé n'est pas bien expliqué aux populations, elles peuvent être mal prises ou encore mal reçues. Mais voyez-vous, il va aussi falloir que la main de l'autorité publique ne puisse pas trembler. Il y a eu certains laissés-aller, mais le maître mot ici, c'est la restauration. Ça va faire mal, certes, mais comprenons que nous sommes là aussi pour gérer de façon durable un pays à travers ces écosystèmes-là. Pensons à l'avenir, pensons aux générations futures, voyez-vous. Et là, par exemple, il y a la loi numéro 002/2014 qui porte orientation de développement durable au Gabon. Voyez-vous, ce sont là des questions sur lesquelles nous ne devons pas biaiser. Il y a certains malaises qui vont être provoqués à travers les opérations de déguerpissement, ainsi de suite, mais c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que la destruction des mangroves, elle l'a dit ici, impacte, j'ai envie de dire, la vie de tout un pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, par exemple, sur le plan côtier, ce qu'on appelle le trait de côte, vous vous rendez compte que la mer ne fait que reculer de plus en plus, ou du moins venir vers. Voyez-vous, la mer ne fait que reculer. Qu'est-ce qui régule tous ces phénomènes-là? Ce sont les mangroves. Voyez-vous, donc l'enjeu ici, c'est la préservation même de l'espèce humaine ou encore de ce pays-là. Donc, c'est un enjeu qui est fondamental, qui est au-dessus du malaise que les uns et les autres vont ressentir. Pourquoi? Parce que là, il va falloir d'abord penser le Gabon. Il y a un réel enjeu. Cet enjeu-là est celui de faire en sorte que le Gabon ne puisse pas disparaître. Parce que je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais si nous ne pensons pas maintenant, au sens de réfléchir et d'apporter des réponses concrètes, nous allons être obligés de penser demain, c'est-à-dire d'apporter des bandages. Or, gouverner, c'est prévoir. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il va falloir que la main de l'autorité publique ne puisse pas trembler. Il y a certes eu un laisser-aller, mais nous sommes à l'ère de la restauration. Voilà. Alors, nous sommes à l'ère de la restauration. Madame le conseiller,
est-ce que le nombre d'officiers de police judiciaire à compétences spéciales dont dispose le ministère de l'Environnement, est-ce que ces inspecteurs sont en nombre suffisant pour conduire des missions de police environnementale à travers tout le pays? Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, le ministère de l'Environnement dispose d'OPJ à compétences spéciales. Néanmoins, les ressources humaines sont insuffisantes, mais également les moyens. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux plus hautes autorités pour renforcer les ressources humaines, pour renforcer les moyens, afin qu'on puisse accentuer la police environnementale. Vous savez, les zones de mangrove, il n'y a pas qu'à Libreville, il y a à Port-Gentil également, à Mayumba. Donc, nous avons 800 km de côte, donc imaginez. Et pour pouvoir faire une surveillance efficace, il nous faut du matériel, il nous faut du personnel. Nous croyons, nous espérons, pouvons dire que nous sommes certains que les autorités compétentes vous auront saisi et comprises. Alors, Sir Pavlov, nous parlons de la mangrove et surtout de la législation qui entoure la protection de cet écosystème assez particulier. Vous venez de le dire, sans vouloir stigmatiser les communautés étrangères qui vivent au Gabon. Il y a une autre activité autour qui concerne justement la pêche, et il y a ces communautés qui pratiquent cette activité de pêche, mais qui utilisent également la mangrove. Comment amener à ce que ces populations, ces pêcheurs puissent trouver une alternative pour ne plus véritablement s'orienter vers la mangrove? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces de bois qui puissent constituer une alternative à la mangrove? Ben écoutez, il y a forcément des alternatives, voyez-vous, et c'est là où intervient la sensibilisation. Il faut rééduquer ces populations-là dans le sens de les amener à comprendre que nous pouvons en même temps avoir une activité économique, mais gérer ces écosystèmes-là de façon durable. Voyez-vous, pourquoi? Parce que même leur rendement en dépend. Les mangroves sont des espaces au sein desquels certaines espèces de variétés de poissons, j'ai envie de dire, viennent se reproduire. Mais si vous les détruisez, vous verrez qu'il y aura forcément un impact sur le rendu de vos pêches ou encore de votre activité économique. Donc tout est interlié ici. Il faut juste qu'il y ait des opérations de sensibilisation, mais surtout aussi de surveillance pour amener à l'ordre certains récalcitrants. Voyez-vous, voilà, les alternatives sont là. Il va juste falloir que l'autorité publique puisse intervenir, être assez présente, mais surtout que les uns et les autres puissent être amenés à comprendre qu'il y a un lien direct entre leurs différentes activités économiques, en ce qui concerne notamment le rendement et la préservation de l'environnement, plus précisément de ces écosystèmes-là que sont les mangroves. Alors, Madame le conseiller, lorsque nous nous inscrivons dans la perspective de la durabilité environnementale, au-delà justement du cadre juridique qui est bien défini par le ministère de l'Environnement, mais qui est à renforcer, et évidemment. qui reste à renforcer, bien évidemment, est-ce qu'il y a d'autres politiques environnementales qui puissent véritablement venir en soutien à cet écosystème? J'ai à l'idée, par exemple, des opérations de replanting et j'en passe. Exactement. Dans un futur proche, après les opérations de déguerpissement et de démolition, déguerpissement des populations et démolition des infrastructures installées illégalement, il faudra effectivement mettre en place une vraie politique de restauration de ce milieu sinistré. Et donc, effectivement, ça va passer par des opérations de replanting, des opérations de reboisement, pour que la mangrove puisse à nouveau offrir pleinement les services écosystémiques qu'elle délivre. Voilà. Alors, Monsieur Pavlov, nous sommes à la fin de cet entretien, ce débat, si on peut le dire ainsi. Votre mot de la fin, est-ce que nous pouvons également, est-ce que l'État
peut marcher main dans la main avec les populations pour que ces populations, justement, comprennent le bien fondé de la mangrove et participent de façon efficace à la protection de cet écosystème? Ben, écoutez, l'État a l'obligation de travailler avec les populations. Il faut toujours impliquer les populations en amont de tout ce qui se fait. Il faut toujours emmener les populations à comprendre le bien fondé. Il faut des opérations de marketing social, de communication, qui vont dans le sens d'amener les populations à comprendre le bien fondé de certaines actions publiques pour qu'elles ne puissent pas s'y opposer. Donc il faut une collaboration franche entre les différentes couches sociales qui vivent dans les mangroves, ou du moins qui interviennent quotidiennement, et l'autorité publique. Cela, en fait, fera en sorte que toutes les actions qui vont être menées puissent connaître un franc succès, simplement. Alors, Madame le conseiller, lorsqu'on parle du renforcement du cadre juridique en matière de protection de la mangrove, est-ce qu'il n'y a pas là également l'occasion d'associer d'autres départements ministériels? Parce que, à ce qui semble, la question de la mangrove semble transversale. Exactement. Au point de véritablement impliquer d'autres départements ministériels. Votre mot de la fin là-dessus? Alors oui, justement, nous sommes en train de réfléchir sur l'élaboration d'une loi, d'une loi spécifique qui va mettre en place un régime de protection spéciale pour les mangroves. Et effectivement, le ministère de l'Environnement ne va pas le faire seul. C'est évidemment avec toutes les administrations compétentes et concernées sur cette question. Merci à vous, Madame Ruth Tchoukaka. Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique du ministre de l'Environnement. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci. À vous aussi, Sir Pavlov Moussavou, sociologue politique. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. Nous étions là autour de cette problématique assez intéressante qui était axée sur la législation autour de la mangrove, un écosystème particulier au Gabon, mais menacé d'extinction par, malheureusement, les activités humaines. Merci et à très bientôt.